Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, à l'occasion de la fête des mères, Bicafam aborde la maternité sous toutes ses formes. Marie parle de ses grossesses, de ses premiers pas de maman, de sa maternité 30 ans auparavant, mais elle évoque aussi le départ de ses enfants, étape non des moindres pour une maman. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme puissante qui raconte son parcours avec sincérité et tendresse. Bonne écoute! Bonjour Marie. Bonjour Mélissa. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicafam. Merci infiniment. On va commencer par une présentation. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît de la manière dont tu le souhaites? Avec plaisir. Alors moi je suis Marie. J'ai 2 enfants et une petite fille, une adorable petite fille. D'accord. On va rembobiner un petit peu le fil. Est-ce que tu peux nous parler de ton désir d'enfant? Est-ce qu'il était présent depuis l'enfance? Est-ce que tu t'étais toujours imaginé maman? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, désir d'enfant, non, pas vraiment. Depuis ma plus tendre enfance, je pensais plutôt rester célibataire, être libre, pouvoir profiter, voyager, etc. Et puis, évidemment, on change, hein. Je suis tombée amoureuse. Et puis, brusquement, les plans ont changé. J'ai décidé, je me projetais déjà pour être une maman, voilà. Ok, et donc du coup, alors cette première grossesse, quand tu apprends que tu es enceinte, qu'est-ce que tu ressens? Quelles émotions que tu ressens? Est-ce que c'était un projet d'ailleurs? Bien sûr que c'était un projet. Nous nous sommes mariés, j'avais 23 ans, mon mari 24, et avant même le mariage, on s'est projetés en tant que parents. J'ai eu la chance et le bonheur de tomber enceinte 6 mois après le mariage. Et ce fut une immense, immense joie. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta première grossesse? Comment elle s'est déroulée, cette première grossesse? Alors, tout autant que j'étais vraiment sous l'emprise, fait une espèce d'euphorie quand j'ai appris que j'étais enceinte. Le château de cartes s'est un petit peu écroulé au fur et à mesure parce que j'ai eu une grossesse très difficile. Au départ, j'ai eu les vomissements, les nausées. Classique, bien sûr. On m'avait dit que c'était juste au premier trimestre. Plus les mois avançaient et plus je continuais à vomir, à être pas bien, mais bon, ça c'était vraiment un petit détail par rapport à toutes les complications que j'ai eues pendant ma grossesse. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler de ces complications? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, jeune fille, pas du tout informée, ni par le corps médical, ni par mon entourage. Un beau jour, j'ai eu très très mal au ventre et je me suis mise à saigner. J'ai eu une hémorragie très importante et mon gynéco n'étant pas présent ce jour-là, j'ai eu la bonne idée d'aller consulter un autre gynéco qui m'a tout de suite fait une échographie et qui a constaté que j'avais un décollement placentaire. Et donc, patatras, il m'a annoncé que c'était très grave et que je risquais même de perdre le bébé. Je crois qu'il m'avait mise sous médication, mais je ne m'en souviens pas du tout. Mais il m'avait surtout prescrit un repos strict.
Et donc, se retrouver allongé pendant minimum 1 mois sans ne rien faire, sans vaquer à ses occupations, ça a été plutôt difficile. Mais enfin, le seul objectif, c'était de mener à terme et à bien la grossesse. Et du coup, ça c'était à quel terme à peu près? Ah, mais ça, je m'en souviens pas, mais il me semble que c'était au début du 2e trimestre. D'accord. Mais je m'en souviens pas vraiment. J'ai essayé de rechercher vraiment dans ma mémoire, mais comme ça date de quelques petites années. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, au moment où on t'explique que tu peux perdre ton bébé? Comment tu accueilles tout ça? Ça n'a pas été facile. Parce que, comme je te dis, on n'avait pas beaucoup d'informations. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que je risquais de perdre mon bébé. Donc, j'ai respecté scrupuleusement toutes les consignes médicales qui m'avaient été données. Et mon entourage, mes parents, ma maman, qui était très présente, et mon mari, ils ont tout fait pour que je reste alitée. Donc, ça s'est bien passé. Quand j'ai eu le contrôle avec le gynéco, il m'a rassuré que les mauvais moments étaient passés et qu'il fallait quand même resté vigilant, mais que les mauvais moments étaient passés. D'accord. Et du coup, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous souhaitiez connaître le sexe du bébé? Tu peux nous en parler? Alors là, c'est une anecdote. Enfin, je sais même pas si on peut étiqueter ça d'anecdote. Alors moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, pour moi, c'était une petite fille, parce que j'avais un réel désir d'avoir un bébé, bien sûr, en bonne santé, arrivant à terme, mais aussi ma commande, c'était d'avoir une petite fille. Donc, je m'étais projetée, ainsi que le papa, on s'était projeté comme quoi on aurait une petite fille. Nous avions déjà même choisi le prénom de la petite fille. Sauf que, c'était pas une petite fille. En allant consulter le gynéco qui me suivait, c'était l'échographie pour voir le sexe. Et donc, il m'annonce que c'est un petit garçon. Et donc, voilà, j'ai été très, très déçue. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré. Il n'a pas compris pourquoi, puisque... Voilà, il a vraiment pas compris pourquoi. Il pensait que j'avais pas compris que l'enfant était en bonne santé. Parce qu'en général, les femmes qui s'effondrent comme ça, c'est parce qu'il y a un problème de santé. Il a pas dû comprendre. Hein, il a pas compris du tout. Mais enfin, bon. Je suis rentrée à la maison, j'ai annoncé au papa que c'était un petit garçon. Et lui, il était fou de joie, bien sûr, puisque fille ou garçon, en plus un papa, en général, ils aiment bien avoir un petit garçon. Donc, il a pas compris du tout que j'étais triste, que je pleurais. Et j'ai même appelé ma maman pour lui annoncer que j'étais triste. Sauf que elle a beaucoup paniqué parce qu'elle pensait qu'il y avait un problème. Un problème? Voilà, un problème avec le bébé, de croissance ou autre, alors que c'était pas du tout le cas. Et elle m'a rassurée en me disant que au prochain bébé que j'aurais eu ma petite fille. Et c'était terminé. Donc ça a duré, ce moment-là de déception, ça a duré à peu près une journée. Voilà, une journée. Le temps de me refaire, de rembobiner mes idées, de me faire l'idée que j'aurais un petit garçon. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que tu t'étais projetée avec une petite fille, donc c'était le temps d'accueillir cette nouvelle, et puis c'était passé. Et du coup, cette grossesse, après ce moment d'alitement par rapport à ce décollement placentaire, est-ce qu'elle s'est bien déroulée jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben non, ça aurait été trop simple qu'elle se déroule bien jusqu'à la fin. Puisque après, régulièrement, j'ai eu des contractions. J'étais très souvent soit chez le médecin, soit chez le gynéco. Et j'ai été sous traitement, pour les contractions. J'ai été arrêtée. Évidemment, je pouvais plus continuer à travailler parce que je n'avais pas un travail sédentaire, c'est-à-dire dans un bureau bien installé. Je faisais beaucoup de routes à cette époque, donc c'était complètement contre-indiqué pour une grossesse pathologique, puisque je faisais partie des grossesses pathologiques. Et donc, j'ai même fait une menace d'accouchement prématuré qui m'a coûté une hospitalisation de près de 1 mois. Heureusement d'ailleurs, parce que peut-être que bébé ne serait... À terme?
Voilà. Vous ne serez pas arrivé à terme. Et du coup, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ton accouchement? Ah ben oui, beaucoup d'appréhension, puisque j'avais commencé les séances de préparation à l'accouchement avec une sage-femme, sauf que à cause de mon hospitalisation, qui avait duré quand même presque 1 mois, je n'ai pas pu participer à toutes les séances et donc j'étais pas trop informée par rapport au bon déroulement, d'une part au bon déroulement d'un accouchement, des préparatifs, enfin bref, tout ce qui a trait à un accouchement serein. C'est ça, en fait tu n'avais pas pu suivre tout le programme de préparation à l'accouchement du fait de ton hospitalisation. Et du coup ce fameux jour J, comment il s'est déroulé? Est-ce que tu peux nous en parler, cet accouchement? Alors on peut pas parler de jour J, on va plutôt parler de semaine. Parce que cet accouchement a été très 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 pénible. J'ai été hospitalisée parce que j'ai eu de grosses contractions, plus un épisode infectieux, donc j'ai fait beaucoup de température, ce qui m'a conduite à la clinique là où je devais accoucher, et j'ai été gardée. En fait, pour moi, j'allais juste pour un contrôle chez le gynéco, et en fait j'étais hospitalisée d'emblée quoi, et il m'a demandé de rester parce que le travail avait commencé, sauf que ce travail a duré plus d'1 semaine. 1 semaine, c'est énorme. Ouais. Une semaine. Énorme et douloureux surtout. Mm-hmm. Très douloureux, très douloureux. J'avais des contractions qui étaient complètement inefficaces. Donc, à chaque fois, la sage-femme pensait que c'était le bon moment. Elle m'installait sur la table, etc. Perfusion, enfin, tout le Bataclan. Et puis, on se rendait compte que non, finalement, c'était pas, le col n'était pas encore ouvert. Enfin, on me remettait dans ma chambre. Enfin, bref. Il n'était pas encore prêt à sortir, le bébé. Voilà, il était pas, bien que il est 38 semaines, Et donc, du coup, à quel moment, justement, ça a vraiment débuté et comment il s'est passé? Accouchement lui-même, alors, je crois que la veille, la sage-femme m'a fait décollement des membranes? Voilà, décollement des membranes manuellement. Et j'ai eu très très mal, ça je m'en souviens. On dit qu'on oublie la douleur, mais je me rappelle que j'ai eu très très mal. Et puis après, le travail a vraiment commencé, c'est-à-dire l'effacement du col, etc. Sauf que ce jeune homme, n'a pas trouvé la meilleure idée que de se présenter par la face. Et donc la sage-femme a été un petit peu prise au dépourvu. Évidemment, le gynéco n'était pas présent, Ce n'est qu'un détail peut-être, étant donné que c'était une grossesse pathologique et un accouchement pas trop simple. Le gynéco n'était pas présent. Enfin, voilà, c'est un petit détail. Et donc, la sage-femme a fait une manipulation, enfin, je sais pas trop comment dire ça. Pour retourner le bébé? Voilà, une manœuvre spéciale, pour retourner le bébé, parce qu'il avait le cordon autour du cou. Ce qui m'a entraîné une déchirure totale du périnée. Voilà. Oh là là, donc, ça a dû être hyper douloureux. Hyper Et tu avais douloureux. eu la péridurale? Non, pas du tout. Pas de péridurale. Ah là là. Pas d'épisio, évidemment. Donc, les souffrances plus, tant au moment de faire les points de suture qu'au moment des pansements après. Les suites, les suites, voilà, ont été douloureuses. Et du coup, à ce moment-là, malgré toute cette souffrance et toute cette douleur, qu'est-ce que tu ressens quand on te pose ton bébé sur toi, quand tu rencontres ton fils? Je me rappelle très très bien de la phrase que je lui ai prononcée. Je lui ai dit, oh là là, c'est toi qui m'as fait autant souffrir. Mais je crois que j'étais complètement dans les vapes parce que j'étais hyper fatiguée. Après une semaine. Voilà, c'était vraiment la délivrance. En fait, je pense que j'ai même pas profité de ce bonheur du premier contact avec le bébé. Voilà. Parce que j'étais vraiment très fatiguée. Et du coup, comment s'est passé le séjour à la maternité? Est-ce que tu avais aussi décidé d'allaiter et comment l'allaitement s'est déroulé si tu avais décidé d'allaiter? Alors effectivement, j'avais décidé d'allaiter, donc on m'a mis le bébé très tôt au sein.
Et bon, bien qu'il y ait de grosses souffrances au niveau du périnée, parce que quand on a une déchirure totale du périnée, on a du mal à rester assise ou même allongée. C'était assez compliqué de trouver une position antalgique. Mais j'ai quand même tenu à allaiter le bébé. Et concernant l'hospitalisation en elle-même après l'accouchement, eh bien, je suis restée 10 jours parce que étant donné que j'avais fait une infection en fin de grossesse, il fallait absolument traiter le bébé par antibiothérapie. Donc 10 jours d'hospitalisation pour le bébé, pour lui faire des injections tous les jours, des injections intramusculaires. Oh là là. Donc la souffrance encore pour maman. Et du coup, cet allaitement, alors comment il s'est mis en place? Est-ce qu'il s'est mis en place facilement? Comment ça s'est passé, cet allaitement? Ça, je m'en souviens pas très bien, mais je n'avais pas eu spécialement de formation ni d'information. Comme je te dis, je n'avais pas bénéficié de toutes les séances avec la sage-femme. Je pense que c'était prévu au programme, d'expliquer un petit peu comment allaitait son bébé. Mais dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé puisque j'ai eu les conseils de ma maman et aussi du personnel qui m'entourait pendant toute l'hospitalisation. D'accord. Et du coup, alors, cette fameuse sortie de la maternité, ce retour à la maison, comment il se passe quand vous rentrez à la maison avec ce petit bébé? Comment ça se passe? Toi, est-ce que, au niveau de tes émotions, est-ce que tu as ressenti ce fameux baby blues d'ailleurs dont on parle ou pas du tout? Ben, le baby blues, non. Je peux pas dire que je l'ai ressenti, non, puisque j'ai déjà entendu des témoignages et fait des lectures autour de ça, non. Il y a des moments, bien sûr, où je n'étais pas trop bien, parce que c'est pas évident, après avoir été bien encadrée par toute l'équipe, sage-femme, auxiliaire puéricultrice, pédiatre, etc., et se retrouver tout seul avec son enfant, on a beaucoup de craintes. Enfin, j'ai eu beaucoup de craintes. J'avais peur, j'avais beaucoup d'émotions, tout en étant très excitée, beaucoup de joie à rentrer à la maison, mais beaucoup de craintes aussi, de ne pas être à la hauteur et de mal faire. Et du coup, ce fameux postpartum, c'est vrai qu'on n'employait pas ce terme-là, le postpartum, on parle de 4e trimestre après l'accouchement. Comment il s'est passé? Est-ce que tu te sentais entourée par ton mari, par tes proches, dans cette nouvelle vie, ce nouveau bouleversement? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je pense que tu as trouvé le bon mot, Bouleversement, ça c'est sûr, c'est vraiment carrément un cyclone. Un ouragan qui passe, parce que quand on quitte la maison, on est deux, papa et maman, et quand on revient, il y a un petit bout de chou, on sait pas faire, on a peur de faire, on a peur de mal faire. Mais j'ai quand même été accompagnée, comme je te dis, ma maman était très très présente. Et à ma sortie, j'ai eu ma filleule, qui était bien jeune, la pauvre, mais enfin, elle était venue m'aider, et je l'en remercie encore. Après de nombreuses années, elle était quand même venue m'aider. Elle faisait des petites tâches secondaires, mais quand même qui ont beaucoup d'importance. Donc, je me suis pas trop sentie seule puisque j'ai été quand même bien entourée. Et ton bébé, du coup, alors, est-ce que c'était un bébé gourmand? Comment ça se passait justement? Est-ce que c'était un bébé qui dormait bien? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je me rappelle que ce bébé était presque H24 au sein. Il était très gourmand. La cantine était bonne. Ah ouais, la cantine était très bonne. Il était très, très, très souvent au sein. Voilà, même pour s'endormir, il était au sein. Sauf que, peut-être qu'il avait un trop-plein et il régurgitait énormément. Donc, bébé pleurait aussi souvent. Je pense que il avait des problèmes de RGO. Ce fameux RGO dont on parle maintenant, et peut-être qu'on n'en parlait pas tant que ça avant, finalement. Voilà, en effet, je pense que il n'a pas été diagnostiqué et le pauvre, il avait du mal à digérer. Et c'est vraiment au moment du coucher où il pleurait le plus, En position allongée, finalement. En position allongée. C'est pour ça que assez souvent, le plus souvent, il était dans nos bras, soit tantôt dans les bras de papa ou de maman ou
d'une tierce personne qui était avec nous, qui était venue nous aider. Ok, donc du coup pour ce premier bébé, et si on parle de ton désir de ton deuxième enfant, à quel moment vous avez eu ce désir de deuxième enfant? Alors, désir de deuxième enfant, il fallait pas me parler de deuxième bébé, surtout après cette grossesse pathologique, cet accouchement affreux et douloureux. Traumatique. Traumatique. Donc, il fallait vraiment pas me parler de deuxième bébé. Et puis après, j'ai eu envie d'avoir ma fille, peut-être. Et puis, j'ai eu vraiment ce désir du deuxième bébé. Ton fils avait quel âge à ce moment-là? Il avait 3 ans. Et donc alors, quand tu apprends que l'annonce de cette deuxième grossesse, qu'est-ce que tu ressens? L'annonce, elle est un petit peu particulière parce que j'étais allée chez mon gynéco justement pour lui faire part de mon désir de mener à bien une deuxième grossesse. Et évidemment, il me pose la question, la date des dernières règles. Et moi, j'avais même pas fait attention. Je lui ai annoncé la date des dernières règles et il me dit, après un petit calcul très, très, très rapide, il me dit, mais il y a certainement un petit bébé dans le ventre. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Puisque ayant eu cette première grossesse où j'ai été malade du début jusqu'à la fin, je lui ai dit, mais non, mais je ne ressens absolument rien. Mais non, c'est pas possible. Et il m'a dit, bon, allez, on va faire une échographie. Et puis voilà. Il me montre le petit point noir, là. C'était mon petit bébé qui était dans le ventre. Et tout de suite, je me suis dit, ah, chouette, j'aurai ma petite fille. Et mes vœux étaient exaucés. Et du coup, cette deuxième grossesse, comment elle se déroule? Est-ce qu'elle est à l'image de la première? Est-ce que tu as tous ces symptômes, la nausée, etc. Et est-ce que tu as eu aussi toutes ces complications? Contrairement à la première grossesse, cette grossesse s'est super bien passée. Rien à dire. C'est comme si j'étais pas enceinte. Déjà, j'ai pas pris beaucoup de poids parce que pour la première, j'avais pris plus de 20 kilos. Pas eu de nausée. Et d'ailleurs, le médecin m'avait mise sous médication pour prévenir, je suppose. Et donc, j'ai pas connu ça du tout. Ni les nausées, ni les vomissements, ni les contractions, enfin. Donc, grossesse plutôt idyllique. Du deuxième accouchement, comment il se passe, ce deuxième accouchement? Est-ce qu'il a été aussi long que le premier? Alors, ce deuxième accouchement, je peux même pas parler d'accouchement, puisque cette demoiselle passe comme une lettre à la poste. Une lettre à la poste. On emploie souvent ce terme-là, mais c'est ce qui s'est passé pour moi et voilà. Je suis arrivée à la clinique, il devait être 22 heures. Évidemment, mon mari m'a accompagnée avec l'aîné qui était déjà en pyjama, le pauvre, qui dormait déjà. Et la sage-femme qui m'examine et qui me dit non, mais c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, ça... Monsieur a le temps d'entrer, de coucher le grand et de revenir, pas avant midi. Ah non, c'est pas pour maintenant du tout. Et donc, la demoiselle, elle est arrivée très, très vite. Mais j'ai oublié de vous donner ma petite recette qui a certainement bien marché, bien fonctionné. Donc, vers 21h à peu près, puisque j'ai quitté la maison vers 22h, vers 21h, brusquement, j'étais déjà couchée. Brusquement, j'ai senti que j'ai perdu les os. Donc, comme j'ai une petite mamie que je considérais comme ma maman, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Et donc, elle m'avait dit, tu sais, quand tu vas accoucher, parce que je lui avais raconté, bien sûr, mon premier accouchement qui avait duré des heures et des heures, très douloureux, etc. Donc, elle m'avait donné une petite recette me disant, quand tu auras tes premières contractions, tu prends un bon bain, tu frottes ton ventre, tu frottes ton ventre avec du savon de Marseille et tout ira bien. Alors évidemment, quand j'ai eu la perte des os, la rupture de la poche des os, tu t'es mise à frotter ton ventre. Exactement, avant d'aller à la clinique. Bien que mon mari avait téléphoné, annonçant que j'avais perdu les os et on lui a dit de venir
d'accompagner son épouse tout de suite à la clinique. Voilà. Mais moi, j'ai pris le temps. Cette recette magique. Voilà. Et je vous assure qu'elle a bien fonctionné. Ah ben, j'avais jamais entendu cette recette. J'ai entendu les gombos, de manger des gombos pour que le bébé glisse, mais le savon de Marseille, c'est complètement inédit, ça. Mais bon, visiblement, ça a marché. Et donc, du coup, cette demoiselle est arrivée très vite. À 3h15. J'ai failli accoucher dans la chambre puisque la sage-femme m'a installée dans mon lit. Elle m'a dit reposez-vous. Le bébé, elle m'a même pas mise sous monitoring. Elle m'a dit non, je vous ai examiné, il y a aucun problème. Il n'y a aucun signe de début de travail. Vous pouvez vous allonger. Je viendrai vous voir demain matin, tranquillement, etc. Et il se trouve que vers 3h du matin, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et en fait, je pense que j'aurais été seule dans ma chambre, j'aurais accouché dans les toilettes de la chambre. C'est ma voisine d'à côté qui a sonné et la sage-femme a eu à peine le temps de m'installer sur la table d'examen, la table d'accouchement, sans mettre de perfusion. J'ai même pas eu le temps de mettre la chasuble, etc. Voilà, mademoiselle est arrivée. Comme une lettre. Comme une lettre à la poste. J'ai pas eu de déchirure, absolument rien. Dis donc, cette recette a bien fonctionné, hein. Celles qui entendront cet épisode, qui sont enceintes, vous pouvez frotter votre ventre avec du savon de Marseille. Visiblement, ça fonctionne, cette recette. Et alors, cette rencontre avec cette petite fille tant attendue, comment elle se passe? Oh là là, mon Dieu. Quel bonheur. Je n'ai pas d'autres termes à employer, que du bonheur. Et comment son frère, la rencontre aussi avec grand frère, comment ça se passe? Est-ce que tu t'en rappelles? Ah oui, je m'en souviens très bien. Le grand frère, en ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone portable, évidemment. Donc, il fallait attendre le bon vouloir de la sage-femme. Donc, elle a appelé papa sur le téléphone fixe, bien sûr, puisque comme je vous dis, il n'y avait pas encore de téléphone portable, pour lui annoncer l'arrivée de sa petite fille. Et donc, il a fallu, parce que mes parents n'habitaient pas tout près de chez moi, donc, il a fallu attendre que ma mère vienne garder l'aîné pour que le papa fasse connaissance avec sa petite fille. Et vers midi à peu près, c'est le grand frère qui est venu faire la connaissance de sa petite sœur. Et il était fou de joie, vraiment fou de joie, heureux comme tout. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler de ce deuxième postpartum, cette fois-ci, avec 2 enfants, avec ton fils aîné et cette petite fille? Est-ce il était plutôt à l'image du premier? Et pareil, est-ce que tu étais bien entourée pour cette période-là? Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup moins d'angoisse, puisque nous étions déjà passés par là, donc on savait un petit peu quoi faire. Et c'était un bébé très très calme, qui dormait bien, qui buvait pas trop, puisqu'elle est arrivée, elle avait un petit poids, mais enfin petit poids limite. Elle est arrivée comme son frère à 38 semaines. Et voilà, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Le grand frère voulait absolument m'aider à changer les couches, à donner le biberon, etc. Donc voilà, il était très présent. Voilà, tout s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et du coup, comment se passait ton quotidien, l'organisation au quotidien avec 2 enfants? Comment tu arrivais à concilier vie professionnelle, vie personnelle? Comment tu arrivais à gérer cette fameuse charge mentale? Alors, je n'ai repris le travail qu'à, disons, 4 mois après l'accouchement. Papa était très, très investi dans toutes les tâches ménagères. Il s'occupait bien aussi de l'aîné, le conduisait à l'école. Bon, j'ai pas eu de problème particulier. Évidemment, je pense avec un petit peu de recul que j'accordais un peu moins de temps au grand frère, mais enfin bon, il n'y a pas eu de
difficultés particulières. Tu n'as pas ressenti de difficultés particulières dans cette organisation de mère de 2 enfants. Et par la suite, alors, entre les activités extrascolaires, etc., en plus de l'école, est-ce que tu peux nous en parler de tout ça? J'ai pu prendre mes marques et puis gérer les activités extrascolaires, tout ce qu'il y avait autour de la scolarité, l'aide aux devoirs, enfin, tout ce qu'il y avait à faire. Je n'ai pas rencontré de problème particulier. Ma maman était très très présente. Donc soit elle gardait les 2 enfants, soit elle gardait l'aîné, on s'organisait, soit elle venait passer du temps à la maison. Donc non, je ne me souviens pas avoir rencontré de problème particulier. D'accord. Et du coup, si on avance un peu dans le temps, est-ce que tu peux nous parler du départ de tes enfants? Comment tu as vécu ce départ de tes enfants de la maison? Oh là là, je sais même pas si je peux en parler. Je croyais avoir complètement oublié cette souffrance, mais bon, elle est un petit peu ravivée à l'énoncé de ta question. Bien qu'ayant éduqué les enfants en toute confiance, on leur accordait beaucoup de confiance et ils étaient relativement libres, pas laissés pour compte, mais en tout cas graduellement on leur a accordé des responsabilités, des sorties, etc. Donc j'avais l'impression quand même qu'ils avaient une certaine liberté et une certaine autonomie. Alors le premier, il a voulu prendre son indépendance très tôt, il a voulu qu'on lui loue un studio tout près de l'université. Donc il s'était déjà un petit peu détaché du cocon familial. Mais il restait encore ma fille à la maison. Et donc, elle a eu son bac. Elle a fait une première année en Guadeloupe. Mais quand elle nous a annoncé qu'elle voulait prendre son envol, elle aussi, et surtout étudier à Paris. Alors là, ça, c'était une autre paire de manches. Mais on ne l'a pas freinée dans ses objectifs, loin de là. Mais je t'assure que c'était très 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 douloureux. J'ai vécu ça comme une espèce de deuil. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché mon enfant de mon ventre. C'est terrible comme sensation. Je pleurais de toutes mes larmes dans sa chambre. Et j'avais du mal à m'alimenter. En fait, c'était très, très difficile. Et je me raccrochais aux futures vacances scolaires. Tantôt c'est moi qui partais la voir, tantôt c'est elle qui venait nous voir en Guadeloupe. Et puis aussi les appels, je me souviens exactement du nombre de coups de téléphone qu'on se passait dans une journée, mais je pense que j'ai l'impression que c'était même du harcèlement. Avec du recul, j'ai l'impression que je l'embêtais dans ces... c'était difficile de me détacher. J'avoue que le cordon ombilical, il avait pas été coupé du tout. Et voilà. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de cet aspect-là, et c'est un aspect aussi qui est très important d'aborder. C'est vrai qu'on dit qu'on fait pas les enfants pour nous, mais tu emploies des mots très forts, un arrachement, le deuil, ce sont des mots très forts, et c'est vrai qu'on n'en parle pas, et on se prépare peut-être pas assez à cette étape-là qui arrive à un moment, et on élève nos enfants pour qu'ils puissent partir à un moment, mais cette étape-là, on n'en parle pas, et elle peut être vécue de façon elle peut être très très douloureuse. Et est-ce que du coup ce détachement ne t'a pas permis justement de te recentrer un petit peu sur toi finalement? Peut-être que toutes ces années aussi tu étais complètement tournée finalement vers tes enfants, et est-ce que cette séparation, ce détachement n'a pas été salvateur pour justement te recentrer sur toi, savoir finalement ce que tu aimais, dans quelle autre activité tu pouvais t'épanouir, et t'épanouir aussi autrement que dans ton rôle de maman finalement? Ben oui, c'est ça, c'est que
On est maman, parent à 100%. Et enfin, je dis on. Moi, parce qu'il y a d'autres femmes qui réagissent autrement, j'avais mis ma vie complètement entre parenthèses pour tout faire pour l'éducation de mes enfants, hein, les accompagner dans toutes leurs activités, enfin, bref. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal, hein, à me retrouver sans enfant. Voilà, c'est pour ça que je parle d'arrachement. Et effectivement, ben, petit à petit, bien que la douleur était encore présente, mais j'arrivais à, par exemple, aller faire du sport, m'inscrire à la danse, voilà, en diverses activités, fréquenter des amis, faire des sorties entre amis, ce que je ne m'autorisais pas du tout quand j'avais les enfants à la maison. Et tu as raison de le dire, on ne nous prépare pas à cela du tout. Hein. On nous prépare à être maman, mais pas à pouvoir se détacher de ses enfants. Alors que c'était pas du tout égoïste de ma part. Je voulais pas du tout la retenir. Hein. Je ne voulais pas du tout la freiner, ni dans ses études, ni dans son épanouissement personnel, parce que je savais qu'il fallait qu'elle grandisse, que ça serait plutôt pathologique de la garder sous mes ailes. Mais c'est pas évident. Oui, ça a été difficile. Et du coup, dans ta présentation, donc après ta fille est revenue, dans ta présentation, tu disais que tu es mamie. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton rôle de mamie? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je suis une heureuse mamie, mais vraiment, je sais même pas si heureuse c'est le bon terme. Je n'arrive même pas à trouver un terme. Enfin, c'est le bonheur total. C'est vraiment le bonheur total d'être grand-mère. Mon rôle de mamie, hein, c'est d'apporter beaucoup d'amour à mon petit trésor, de la couvrir de bisous. Des fois, elle aime pas, hein. Elle me dit, mamie! Elle aime pas parce que je lui fais trop de bisous. De lui transmettre aussi toutes les valeurs nécessaires, enfin, en tout cas, essayer de lui transmettre toutes les valeurs nécessaires à un plein épanouissement, à participer à son éducation en respectant bien sûr les directives des parents. Parce que en aucune façon je ne voudrais m'immiscer dans l'éducation des parents. Donc tu dirais que tu es plutôt une mamie gaga. Mamie gaga, oui, mais quand même pas complètement gaga au point de lui permettre l'inacceptable. Parce que c'est pas lui rendre service non plus. Alors, on joue ensemble, on chante, on danse, on se promène, on fait des découvertes. Voilà. On vit, quoi. Donc, ton rôle de mamie te permet aussi de t'épanouir pleinement. Au regard de la discussion qu'on a eue, quel regard que tu portes sur la maternité actuelle? Est-ce que tu penses qu'il y a eu beaucoup de changements? Est-ce que tu penses que les femmes sont mieux accompagnées maintenant? Qu'est-ce que tu en penses de la maternité par rapport à la maternité d'avant, d'il y a 30 ans? Alors, étant donné que j'ai ma fille qui a eu son bébé relativement récemment, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de changements. Les changements étaient vraiment multiples. Je suppose que c'est grâce à la médiatisation, l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de discussions aussi. Hein. J'ai l'impression que les jeunes échangent davantage que nous. J'ai l'impression que nous, on avait une certaine réserve, une certaine retenue. Voilà, on n'osait pas parler, on n'osait pas parler de nos émotions, de notre vécu. Je sais pas, il y avait une espèce de tabou voilà. Et donc il me semble que les jeunes s'informent davantage concernant aussi le suivi. J'ai l'impression qu'il y a un meilleur suivi tant par surtout les sages-femmes. Il y a toutes sortes de thérapeutes qui entourent la femme enceinte
Ma fille m'a parlé de spécialistes en allaitement, par exemple. Ça, on connaissait pas du tout ce métier. On se débrouillait comme on pouvait, on faisait comme on pouvait. Voilà, même au niveau du respect de l'hygiène alimentaire, il y a plein d'aliments qu'elle ne consommait pas pendant sa grossesse, alors que nous, on n'avait pas toutes ces informations-là. Donc, j'ai l'impression que le suivi est beaucoup plus scrupuleux. Et tant mieux d'ailleurs, hein, tant mieux. C'est vrai que là, en tout cas par rapport à cette discussion, on se rend compte qu'il y avait, que tu avais un manque d'informations finalement sur pas mal de choses concernant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. Et c'est vrai que les choses commencent à bouger. Bon, il y a encore des choses à améliorer, mais les choses commencent à bouger. Alors merci encore une fois Marie pour ce témoignage sans tabou, pour toute cette transmission concernant tes grossesses, ta parentalité, même concernant le départ de tes enfants. Et puis pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est ma maman. Elle m'a fait le beau cadeau, ce sera bientôt la fête des mères, donc c'est déjà un premier cadeau pour la fête des mères, de me faire ce cadeau, d'accepter cette discussion à cœur ouvert. Discussion qu'on avait déjà eue, mais peut-être pas avec autant de détails. J'ai appris pas mal de choses en même temps que vous, et ça me touche beaucoup, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a pu échanger concernant ses grossesses, sa parentalité, et je la remercierai jamais assez pour la place qu'elle a dans ma vie, pour tout ce qu'elle fait au quotidien, pour tout ce qu'elle continue à faire, pour la place qu'elle a aussi dans la vie de ma petite fille. Et puis c'est une maman formidable qui nous a aidés et qui nous aide à grandir, et toujours en développant la confiance en nous, et du coup qui s'est pleinement, on peut dire vraiment pleinement investie dans son rôle de maman, et qui s'est parfois oubliée d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'était important aussi qu'on parle de cette période-là. Et je te dirai jamais assez merci, et je pense qu'on te le dit pas aussi assez. Je t'aime maman, et merci pour tout ce que tu as fait pour nous, et pour tout ce que tu continues aussi à faire pour nous, et merci pour ce beau cadeau, cette belle discussion, cet échange. Je trouve que c'est important de pouvoir échanger sur la parentalité, etc. Et je pense que en plus quand on devient maman, on comprend encore plus certaines choses. Peut-être que quand on a ce rôle d'enfant, on comprend pas tout. Parfois on se dit mais pourquoi elle me dit ça, pourquoi elle réagit comme ça. Et puis quand on devient maman, on se dit mais en fait je comprends, mais en fait elle a fait tout ça. Et c'est quand on devient maman qu'on se rend compte de tout ce que nos parents ont fait pour nous. Donc merci pour ça. Merci Mélissa, merci de m'avoir accordé ce temps d'échange, parce que c'est vrai qu'on ne se parle pas suffisamment et on ne se dit pas suffisamment je t'aime, et je t'aime très très fort ma fille, et je te remercie de m'avoir donné ma petite fille qui est vraiment mon bonheur, mon petit trésor. Merci. Je dis aussi à mon fils, merci. Voilà, je vous remercie tous les deux, et beaucoup d'amour. Je vous aime très très fort. Merci. Merci maman, et puis belle fête des mères et bonne fête des mères pour les mamans qui nous écoutent. Et puis avant de terminer cette discussion, pleine d'émotions d'ailleurs, est-ce que tu peux te décrire en 3 mots s'il te plaît? Je dirais générosité, amour et authenticité. Je pense que ces 3 mots te définissent très bien. Merci encore maman, merci et à bientôt. Merci Mélissa. C'était l'épisode 16 de Big à Femme. Je remercie ma mère pour ce bel échange plein d'émotions. Merci pour ce beau cadeau de fête des mères. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Belle fête des mères à toutes les mamans. Une pensée pour les mamanges, pour celles qui souhaitent le devenir et pour celles qui ont la place de maman dans la vie de d'autres enfants. Prenez soin de vous.